Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en tout cas, ce qui est sûr, et je suis sûr que c'est le cas, vous allez mieux qu'hier. Quand on regarde la carte aujourd'hui, on a quand même beaucoup plus de vert sur votre portefeuille aussi. Mais est-ce qu'on est revenu à un niveau d'hier? Est-ce qu'on est revenu à un niveau intéressant? Est-ce que c'est suffisant pour dire que le marché est reparti à la hausse? Encore une fois, on joue beaucoup avec nos émotions et on voit par contre des signaux qui sont forts. Des signaux qui sont forts sur les mineurs de BTC, on va revenir dessus. Il y a une sélection de nouvelles que je vais vous présenter pour vous montrer bien l'impact que ça peut avoir. Et ensuite, on va se poser la question réellement de l'impact ici de mon GOX et pourquoi on a chuté et pourquoi on est en train de repartir et quel est l'impact de la macroéconomie actuellement sur Bitcoin. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup d'éléments qui vont nous aider à comprendre ce qui est en train de se passer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis entrepreneur, investisseur et trader crypto et on va commencer directement avec BlackRock et notamment le chef des assets digitaux. Alors, pourquoi c'est important? C'est parce que il nous donne sa vision sur les prochains produits que va sortir ici BlackRock. Donc on sait très bien que c'est vraiment important et c'est la personne qui est le mieux informée sur ce qui est en cours ou non. Et il prend position suite au lancement de l'ETF Ethereum en nous expliquant que tout simplement c'était normal d'avoir Ethereum suite à Bitcoin. Actuellement, Bitcoin représente plus de 50% du volume des cryptos et Ethereum un peu plus de 15%. Donc dans l'état, c'est impeccable. On couvre quand même une grosse partie de l'ensemble des cryptos. Et que celui qui est en dessous, c'est moins de 3%. Donc pour eux, ça ne sert à rien de le faire. Donc il n'y aura pas d'ETF Solana, il n'y aura pas d'ETF autre que BTC et Ethereum actuellement. Par contre, il ne parle pas de la possibilité d'avoir un ETF qui représente une multitude de cryptos. Par contre, aussi, il parle de quelque chose qui est très important, c'est que pour lui, il y a une autre problématique qui est en cours, c'est principalement la problématique de pouvoir vraiment traquer correctement l'ensemble des autres cryptos, et tant que ça ne sera pas réglé, bon bah à ce moment-là, on n'aura pas d'ETF sur le top 10 par exemple. Donc c'est le point crucial pour avoir une suite d'ETF. Ça c'est vraiment important à prendre en considération pour l'évolution des 6 prochains mois, des 9 prochains mois. On va rester vraiment sur les deux ETF actuellement et ça ne bougera pas, ou très très peu en tout cas, parce que c'est grâce à BlackRock principalement qu'on a réussi à avoir l'ETF spot Bitcoin et que l'ETF spot Ethereum a réussi à bouger aussi vite. C'est encore une fois dû certainement à la pression de BlackRock. Bon, tout ça pour dire que sur les ETS, ça va se calmer un petit peu, mais par contre, au niveau du minage, il y a des choses qui sont en train de se passer, et ce sont des choses qui sont très importantes au niveau du minage, et sur Bitcoin principalement. Mara, une des plus grosses sociétés de minage, qui a acheté 100 millions de Bitcoin. Actuellement, ils possèdent 20 000 BTC, et ils vont continuer à travailler cette stratégie de hold. Et ça, c'est quelque chose que l'on voit régulièrement dans des très grosses sociétés de minage, dans lesquelles en effet, quand on a fini le halving, ils ne vendent plus, voire presque plus, et certaines, comme Mara, achètent et se préparent à la phase d'expansion. Ça veut dire que les mineurs, actuellement, les gros mineurs, sont en train de se préparer à cette phase d'expansion. Et ce qui est très intéressant, c'est que suite à cette nouvelle qui est arrivée ici, il y a eu un signal qui est arrivé ici, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le hash ribbons. Le hash ribbons a une représentation qui est très importante parce que globalement, c'est la capitulation générale des mineurs. C'est quelque chose qui est vraiment timé suite au halving, dans lequel on voit ici une représentation potentielle du fait que l'ensemble des mineurs n'étant plus rentables ont abandonné et que normalement, ici, on devrait avoir une reprise de la difficulté de minage de Bitcoin et donc derrière, une augmentation du prix. Et systématiquement, on rappelle que quand on est en proof of work, on a toujours une représentation du prix qui est légèrement différent, dans lequel on a une industrie qui se construit systématiquement pour pouvoir miner la crypto-monnaie et la protéger, ce qui est le cas de Bitcoin ici. Et donc forcément, on a un impact qui est très fort. Le positionnement qu'ils ont, c'est un impact qui est très fort sur le marché. Est-ce qu'ils vendent ou est-ce qu'ils ne vendent pas? C'est eux qui déterminent aussi combien actuellement on va avoir de pression baissière sur Bitcoin, parce que c'est eux qui génèrent les nouveaux BTC. Et ça, c'est vraiment important. Et justement, on va revenir dessus, et vous allez vite comprendre pourquoi. D'où vient la chute qu'on a eue? Pourquoi on est en train de chuter? Pourquoi on est reparti? Déjà, dans ces éléments-là, on a pas mal de choses. Un, on valide le fait que les mineurs de BTC n'ont rien à voir avec ce qui est en train de se passer maintenant, parce qu'il y a très peu de ventes, voire même aucune vente. Par contre, sur la macro, c'est pas ça. On voit la macro qui est en train de s'effondrer. Le support des 19 000 est en train de céder au niveau du Nasdaq. Sur le S&P 500, on voit vraiment une accélération baissière dans laquelle on est en train
d'aller combler ici le gap qui a été statué, et on voit qu'on est en train de travailler cette zone-là. Pour moi, la zone des 5375 va être vraiment très importante, et voire même on peut aller chercher un petit peu plus bas, jusqu'au 5325, voire même vraiment un petit peu plus bas. Sinon, le prochain arrêt va être vraiment très bas, il va être ici, dans les 5000 points, d'accord? Donc là, c'est vraiment très important, dans lequel on a un autre gap qui est bien présent. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a vraiment créé ici un gap baissier qui était très très important, donc on a vraiment une pression baissière très forte, et une respiration baissière au niveau du S&P 500 qui est très forte, et on a éclaté totalement une résistance qui était très importante, et on l'a éclaté très vite en une seule unique bougie. Donc forcément, on parle beaucoup de crash au niveau ici de la bulle spéculative sur les valeurs tech, mais est-ce que c'est réellement le cas? Encore une fois, on regarde bien en une heure, on voit bien l'impact baissier que l'on a eu très fort ici, mais on a quand même des bons maintiens. On arrive à retenir une partie du cours, on est plutôt dans une phase pour moi de correction qui est plutôt classique, et donc du coup ça sous-entend qu'on a une macroéconomie qui s'enfonce, une macroéconomie qui a quand même beaucoup de mal, et forcément ça joue aussi sur le BTC. Mais comme je vous l'ai dit la dernière fois, on voit que le Bitcoin en lui-même arrive à maintenir des niveaux clés, arrive justement à se sortir la tête de l'eau. On est beaucoup moins impacté que ce que l'on a pu vivre justement en 2021, notamment novembre, décembre et janvier 2022, on a vraiment souffert. On a vraiment souffert de la chute qu'on a connue au niveau du S&P 500 et au niveau du Nasdaq. Et là, ce n'est pas le cas. On voit qu'on a toujours une forme de résistance, et c'est ce qui fait principalement que quand on chute pour des événements crypto en ce moment, et quand on pousse pour des événements crypto. Et oui, on va revenir dessus dans quelques instants. Bref, tout ça pour dire que ici nous avons eu un début de journée qui a été plutôt positif, avec une réaccélération haussière suffisamment positive pour marquer ici un gap. Et oui, vous l'avez peut-être pas vu, on va se positionner là. Tac, on voit bien le gap ici qui a été créé sur l'ouverture de la journée. Donc là, on est sur l'ouverture de la journée au niveau du CME. On voit qu'on a bien eu une rupture haussière qui s'est faite, qui est entre 66 370 et 65 835, point critique à prendre en considération. Et oui, parce que du coup, on laisse quand même pas mal de gap, hein. On rappelle qu'on a toujours un gap entre 58 800 et 60 790, et ici un gap entre 65 000 et 66 000 à aller combler. Encore une fois, ce sont des gaps qui sont très importants, et il est fort probable d'avoir des mèches qui retournent dans ces zones-là. Pourquoi on est en train d'accélérer? Je pense que c'est une question qui est très importante. Déjà, est-ce que c'est lié principalement, est-ce que cette pression baissière, cette fin de pression baissière est liée principalement à Mongox? Ça, c'est une question qui revient régulièrement. Il y a eu des ventes au niveau de Mongox, il y a beaucoup de peur encore et toujours. Sauf que quand on regarde ici un graphique principalement sur Kraken qui est proposé par CryptoQuant, avec une analyse qui est plutôt très bien faite, qui nous montre tout simplement que ici on n'a pas réellement de premium qui s'est mis en place. Donc ça sous-entend qu'on n'a pas de sortie énorme, de volume énorme de vente au niveau de Bitcoin, alors que Kraken a expliqué avoir déjà distribué une très grosse partie, pour ne pas dire la totalité, des bitcoins à ceux qui devaient les récupérer au niveau de Mongox. Mongox, je rappelle que c'est l'exchange qui s'est fait hacker il y a plus de 10 ans, et forcément les personnes sont en profit, et il y avait une peur du fait que ces personnes-là vendent. Actuellement, ce n'est pas le cas. Il n'y a donc pas de pression baissière au niveau de Bitcoin. Très important de retenir. Donc si on résume, on n'a pas de pression baissière au niveau des mineurs, on n'a pas de pression baissière actuellement au niveau de Mongox. Comment ça se fait qu'on chute ici? Comment ça se fait qu'on a un mouvement baissier plutôt classique ici dans cette zone-là? Est-ce que c'est purement technique? Est-ce que c'est lié à la macroéconomie ou pas? Et pourquoi on a une réaction haussière? Pour moi, clairement, la chute que l'on voit, c'est principalement une chute liée clairement au Nasdaq. À un moment donné, on a quand même une pression qui est réelle, et que on a une peur du marché. La peur du marché, elle est 100% psychologique. On n'oublie pas que le marché joue sur la psychologie. C'est toujours la cupidité versus la peur. À quel moment on a peur, à quel moment on devient cupide. Ce sont les deux extrêmes, mais entre les deux, c'est tout un ensemble d'émotions. Et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre. On a une peur de retourner plus bas. On a une peur d'avoir Mongox. On a une peur que les États-Unis, que tout notre pays vendent des bitcoins comme on a pu le voir avec l'Allemagne. On a une peur de retourner plus bas. Et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Et c'est pour ça aussi qu'il faut faire attention à la construction de son portefeuille. Si jamais on a un portefeuille qui est full alt, forcément on va sentir la volatilité beaucoup plus forte, et on va avoir une peur qui va être bien plus importante. Et c'est pour ça qu'en commentaire en description, vous trouvez la possibilité de pouvoir tester votre profil d'investisseur, voir si votre wallet est plutôt cohérent par rapport à qui vous êtes.
Et oui, vous allez recevoir ce guide-là de 24 pages dans lequel vous allez retrouver quel est votre profil et surtout quels sont vos points forts, vos points faibles et est-ce que votre portefeuille, avec des exemples de portefeuille, est cohérent par rapport au profil d'investisseur que vous êtes. Parce que oui, c'est toujours psychologiquement très compliqué à gérer. Et c'est tout à fait normal parce que je dézoome un petit peu. Nous sommes dans une phase de consolidation suite à une phase d'accélération et c'est tout à fait normal d'avoir ici ce positionnement-là. Et c'est tout à fait logique de se retrouver dans une zone d'incertitude parce que nous sommes normalement dans une zone de déstabilisation. Et encore une fois, ça importe assez peu la finalité court terme qu'on est en train d'analyser. On essaie d'avoir ici une réponse à de l'émotion que vous avez là. Mais encore une fois, si on dézoome, on reste toujours dans quelque chose qui est excessivement bullish. On va juste dézoomer aussi cette partie-là, et c'est quelque chose dont on avait déjà parlé, c'est important de revenir. Il est fort probable d'avoir une accélération haussière. Accélération pour aller retester les 70 000. Surtout que si on regarde ici, hop, on va rezoomer. Là, on voit qu'on est allé retester ici ces lots-là, on est allé retester cette liquidité, et on a une réaction haussière qui est plutôt bénéfique ici. La question qu'il va falloir se poser, c'est est-ce qu'on va être capable de créer une rupture dans les 68 600, pour aller justement pousser jusqu'aux 70, 71 000, ce qui serait excessivement positif. Et surtout qu'on a un événement qui est catalyseur ce week-end. On rappelle que nous avons Nashville avec une énorme convention, qui est la plus grosse convention au niveau de Bitcoin, et dans lequel on a Trump qui va faire une apparition. Donc c'est vrai, une couverture médiatique qui est plutôt importante, et dans lequel en effet on pourrait avoir une accélération haussière suffisante potentiellement pour aller ici chercher la zone des 70 000, 71 000, voire même, pourquoi pas, faire une rupture et aller chercher ces tops-là dans la liquidité, taper au-dessus des 72 pour aller chercher potentiellement les 74 où on a beaucoup de liquidité, et là on aura un événement qui sera vraiment très fort, et ce sera un événement qui sera 100% crypto ici, et ça ce sera vraiment super bénéfique. Parce que oui, cette accélération haussière, ici, elle n'est pas expliquée par le Nasdaq ou une respiration. Si on regarde le Nasdaq, on a bien fait une continuité baissière, on est allé retester les zones critiques. Oui, on a une petite réaccélération, mais ce n'est pas ce qui explique l'accélération qu'on vit ici, aujourd'hui, maintenant. Non, c'est quelque chose qui est 100% crypto et qui est certainement aussi lié à la mise en place de l'événement qui est en train de se passer. Oui, on a une pression qui est présente parce qu'il y a une incertitude, parce qu'il y a une peur, parce qu'il y a les ETF spot Ethereum qui appuient vraiment sur le marché, mais actuellement Bitcoin est très résilient, comme il nous le prouve aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a aidé, si c'est le cas, n'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous, et on se retrouve très vite.